Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles de régression multiples. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Premièrement, nous allons parler des terminologies liées à la régression multiple. Ensuite, nous allons parler des exemples et essayer d'interpréter les coefficients. Ensuite, nous allons parler des estimateurs OLS, des propriétés des estimateurs OLS et des partial in-out qui sont ce qu'on appelle en français des extractions partielles. Après, on va parler de la qualité du modèle euh, qu'on mesure avec le R carré et le R carré ajusté. Ensuite, on va parler des hypothèses de Gauss-Markov. On va parler des 5 hypothèses qui sont citées ci-dessous. Alors, comment peut-on définir un modèle de régression multiple et quels sont ses avantages? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle de régression multiple a plusieurs variables indépendantes qu'on appelle également les régresseurs. Et un modèle de régression multiple peut accepter beaucoup plus de variables indépendantes en son sein, car il est beaucoup plus réalistique. Disons, il est beaucoup plus réaliste. Et lorsque nous estimons un modèle de régression multiple, à chaque fois, il faut maintenir les autres facteurs fixes. Il est permis, d'estimer un modèle de régression multiple avec des variables au carré, avec des variables d'interaction et même avec des variables log. Donc, on peut utiliser beaucoup plus de formes fonctionnelles. Donc, il est vraiment flexible. Un modèle de régression multiple peut s'écrire sous la forme de y égale à bêta 0 plus bêta 1 is 1 plus bêta 2 is 2 plus point bêta k is k plus le terme d'erreur e. Y, c'est la variable indépendante, tandis que les is sont des variables indépendantes. U est le terme d'erreur et les bêta sont les paramètres à estimer. Donc ici, le K représente le nombre de variables indépendantes. Alors, l'équation que nous voulons estimer peut s'écrire sous cette forme. Y chapeau égale à bêta chapeau plus bêta 1 chapeau is 1 plus bêta 2 chapeau is 2 plus point bêta chapeau k is k. Y chapeau, c'est la valeur prédite de Y, alors que les bêta chapeau sont des coefficients. N est le nombre d'observations et I, I dénote l'observation et il peut aller de 1 à n. Donc ici, c'est le résiduel. Le résiduel, c'est égal à U chapeau qui est égal à Y réel moins Y estimé par le modèle. Donc, c'est la valeur réelle de Y moins la valeur prédite de Y.
On va essayer d'interpréter les résultats. Bêta J ici, qui est le coefficient associé à X, J, si on peut le dire ainsi, c'est le changement en Y sur le changement en X. On peut dire aussi la variation de Y sur la variation de X. Et cela mesure de combien la variable dépendante change lorsque la variable indépendante augmente d'une unité. Si l'on fixe les autres variables, si l'on fixe les autres variables, généralement, il est assumé que les facteurs non observés, c'est-à-dire les variables sur lesquelles nous n'avons pas de données dans notre jeu de données, ces variables-là, généralement, il est assumé que ces variables ne changent pas si la variable indépendante change. Donc, ça veut dire que la variation de U sur la variation de X est égale à 0. Donc, ces variables, on les maintient fixes en réalité. Les variables qui sont non observées et qui ont été concentrées dans le thème d'erreur U. On va donner un exemple de modèle de régression multiple. Ici, on a un modèle de régression multiple qui explique de combien le salaire est expliqué par l'éducation, l'expérience et le nombre d'années que la personne a passé dans l'entreprise. Et la forme fonctionnelle de cette régression linéaire est la suivante. Le salaire qui est égal à bêta 0 plus bêta 1 éducation plus bêta 2 expérience plus bêta 3 et nombre d'années dans l'entreprise plus U, le thème d'erreur. Donc, le salaire, c'est en dollars par heure, l'éducation en année, l'expérience en année et la tenue aussi, c'est en année. Donc, si on doit estimer cette équation, on va l'écrire sur cette façon. En mettant salaire chapeau, on va mettre chapeau sur tout le reste, bêta chapeau, puisque c'est ce que nous voulons estimer. Bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau, bêta 3 chapeau. Voilà. Et le résiduel U, c'est égal à la valeur réelle de Y moins la valeur estimée. Donc, nous estimons la régression pour pouvoir trouver donc des coefficients, des paramètres bêta 0, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Bêta 1 mesure l'augmentation du salaire associée à une année additionnelle d'éducation. Tous les autres facteurs doivent être assumés constants. Parce que c'est lorsque les autres facteurs ne varient pas que nous pouvons dire que nous pouvons faire cette interprétation que nous faisons de bêta 1. Donc, c'est Ceteris paribus. Donc, nous allons continuer notre exemple. Ici, nous avons un modèle qui est estimé à l'aide de Stata. On a téléchargé les données dans Stata. On a utilisé une commande Stata pour pouvoir regresser le salaire sur l'éducation, l'expérience et la tenue. La tenue est ce qu'on appelle tenure. Ici, c'est le nombre d'années le nombre d'années que le travailleur a passé dans la même entreprise, en réalité. Alors, il y a une différence entre ceci et l'expérience donc du travailleur. Donc, après avoir estimé cela, voici ce que nous avons trouvé. Bêta 0, on a trouvé que c'est égal à moins 2,87. Bêta 1, 0,60.
bêta 2 0,02 et bêta 3 0,17. Donc, on peut écrire notre modèle, le modèle estimé, on peut l'écrire de cette forme. Comment l'interpréter? Pour l'interpréter, on peut dire que le, le, le salaire par heure augmente de 0,60 pour une année additionnelle en éducation, mais avec tous les autres facteurs fixes. On peut aussi voir que le salaire augmente de 0,02 pour une année additionnelle d'éducation en maintenant tous les autres facteurs fixes. On peut aussi voir que le salaire par heure, le salaire horaire, si on peut le dire, le salaire horaire augmente de 0,17 pour chaque année additionnelle en éducation en nombre d'années passées au sein de l'entreprise, toujours en maintenant tous les autres facteurs fixes. Bêta 0, bêta 0 désigne euh, le salaire qu'on pourrait avoir si tous les régresseurs sont égaux à zéro. Tous les autres in sont égaux à zéro. Donc, le salaire qu'on pourrait avoir. Ici, dans notre jeu de données, nous n'avons personne donc, euh, qui a tous les autres, qui a une, disons, qui a qui a ce salaire-là. Hein, qui a ce salaire-là. Donc, nous n'avons pas quelqu'un qui a euh, tous les régresseurs égaux à zéro. Alors, qu'est-ce que Stata nous montre? Voici ce que Stata nous montre. Voici les coefficients que nous venons d'expliquer maintenant. Les voici ici. Donc, voici ces coefficients. C'est ces coefficients-là qui sont intégrés donc, dans notre modèle. On avait déjà expliqué tout ce qui est en haut ici. On avait déjà expliqué ça. Donc, on ne va pas revenir dessus. Ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo sur la régression linéaire simple, ils peuvent aller les voir. Donc, toutes ces coefficients-là ont été estimés avec le programme de Stata. Alors, ici, nous avons trois modèles différents. Nous avons un modèle avec une seule variable indépendante, qui est l'éducation. Ici, nous avons un modèle avec deux variables indépendantes, l'éducation et l'expérience. Et nous avons un modèle avec les trois variables indépendantes ici. Donc, nous pouvons remarquer que lorsque l'éducation seule constitue la variable indépendante, on peut remarquer que le coefficient que nous avons obtenu diffère du coefficient que nous avons obtenu lorsque l'éducation et l'expérience sont tous les deux inclus dans le modèle comme variables indépendantes. Et nous avons constaté que c'est encore différent lorsque on considère toutes les trois variables dans le modèle comme variables indépendantes. Donc, quand l'éducation augmente d'une année, le salaire augmente de 0,60. Pour le troisième modèle, le salaire augmente de 0,60 en maintenant tous les autres facteurs fixes. Le coefficient de l'éducation change légèrement d'un modèle à l'autre, indépendamment en fonction du nombre de variables indépendantes inclus dans le modèle. Donc, c'est ce que j'avais expliqué précédemment. Donc, on va parler maintenant des estimations OLS. Pour la régression et pour la régression multiple de la population, voici ce que nous avons. Maintenant, si on doit estimer cela, on réécrit la forme fonctionnelle de cette manière et essayer donc
de trouver ces coefficients. Et ici, lorsque nous posons que le terme d'erreur est égal à y moins y chapeau, on peut essayer juste de le réécrire de cette manière en remplaçant y chapeau par sa valeur. Et dès qu'on remplace y chapeau par sa valeur, on peut essayer de développer ça. On peut essayer de développer tout ceci. On va voir ça de manière beaucoup plus explicite dans les diapos suivantes. Donc ici, pour le faire, il faut d'abord obtenir des échantillons aléatoires avec, avec n observations. Donc ces échantillons aléatoires avec n observations doit, on doit avoir des données donc, sur ces X-là et sur le Y pour chaque individu. Voilà. Donc, l'objectif ici est d'obtenir des estimations de qualité, d'obtenir des coefficients de qualité. C'est ça l'objectif ici. Et pour obtenir des coefficients de qualité, il faut minimiser les résidus. Il faut minimiser la somme, somme square of residual. Il faut minimiser la somme des carrés des résidus. Et pour minimiser la somme des carrés des résidus, on peut écrire une forme fonctionnelle qui est la suivante. Donc, minimiser la somme des carrés des résidus revient à minimiser tout ceci. Donc, on a juste remplacé y chapeau par sa valeur ici et on a élevé ça au carré. Donc, si on fait ceci, c'est ce que Stata fait en réalité. Il minimise la somme des carrés des résidus et nous obtenons les coefficients bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta k. Stata utilise une méthode qu'on appelle ordinary least square, la méthode des moindres carrés, donc pour pouvoir calculer, pouvoir estimer donc nos coefficients. Quelles sont les propriétés OLS? Quelles sont les propriétés OLS? Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur moyenne de comment on appelle les valeurs moyennes des variables dépendantes et indépendantes sont toujours sur la ligne de régression. Et il faut également savoir que la somme des erreurs ou des résiduels est égale à 0. Ça, c'est la deuxième propriété. Voilà. C'est égal à 0 parce qu'elle a été minimisée. Par rapport à la troisième propriété, il faut savoir que la covariance entre l'erreur terme et la variable indépendante est égale à 0. On ne doit pas avoir de corrélation entre l'erreur terme et la variable indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle partial in out? Le partial in out, c'est une extraction partielle ou bien une sélection partielle. Nous allons utiliser donc le mot anglais à la suite du cours. Le partial out montre une autre alternative, une autre manière d'obtenir les coefficients. Supposons que le modèle de régression de la population est le suivant. Premièrement, on doit régresser
la variable indépendante sur toutes les autres variables indépendantes. Si l'on fait, par exemple, si on prend la variable indépendante is1, on va regresser cela sur is2 et is3. Et pour le faire, c'est cette forme fonctionnelle qui nous permet de le faire. On va essayer de prédire les résiduels. On va estimer les résiduels à partir de cette régression. Les résiduels ici, c'est égal à is1 moins is chapeau 1. Donc, ce résiduel-là montre en réalité la partie de la variable indépendante qui n'est pas expliquée par les autres variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque nous avons ce résiduel, nous devons savoir que c'est l'effet de la variable is1 sur y, sur ce y-là, mais qui n'est pas partageable, qui n'est pas partagé par is2 et is3. Donc, c'est un effet propre à is1. Donc, c'est cela. C'est la partie de is1 qui n'est pas expliquée par les autres variables. Alors, après avoir estimé le E, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant exécuter une régression de la variable dépendante sur les résidus de, de cette régression que nous avons fait précédemment pour pouvoir obtenir un coefficient. Et ce coefficient que nous avons obtenu ici, c'est l'effet exclusif de is1 sur y. Voilà. Le coefficient bêta 1 qui est estimé montre la relation entre y et is1 qui n'est pas expliquée par les autres variables. Donc, c'est une relation exclusive, c'est un effet exclusif de is1 sur y. Donc, en maintenant tous les autres variables fixes. Donc, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on interprète les résultats, on doit dire ceteris paribus. Ça veut dire que nous maintenons tous les autres variables fixes. Holding everything else fixed is always added when interpreting coefficient. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur ces aspects-là. Donc, c'est cela qui est le partial. Ah, aussi, je dois encore résumer ça. Premièrement, il faut regresser et la variable d'intérêt sur toutes les autres variables. Il faut avoir le terme d'erreur et remplacer maintenant le terme d'erreur par is1 dans, dans notre modèle d'origine. Donc, pour pouvoir estimer l'effet exclusif de is1 sur y qui n'est pas expliqué par les autres variables. Alors, ça, c'est un exemple de partial in out. Donc, nous avons trois modèles ici. Nous avons un modèle qui est la régression du salaire sur toutes les autres variables indépendantes. Et nous avons un autre modèle ici où on a utilisé comme variable indépendante seulement deux variables, l'expérience et la tenue, mais comme variable dépendante, on a utilisé l'éducation. Donc, on veut voir la relation qui existe entre l'expérience et la tenue sur l'éducation. Ça va nous permettre de calculer les thèmes d'erreur. Et on va utiliser maintenant ces thèmes d'erreur ici, dans le troisième modèle, que nous allons regresser le salaire sur ce thème d'erreur. Pardon. Donc, une fois que c'est fait, voici les thèmes d'erreur là ici qui sont utilisés comme variable indépendante et le salaire ici comme variable dépendante. Une fois que c'est fait, on va obtenir 0,59 ou 0,60 environ comme coefficient.
comme coefficient bêta 1. Et ce coefficient bêta 1, c'est l'effet de x1, l'effet exclusif de x1 sur y. Donc, qui n'est pas expliqué par les autres variables telles que l'expérience et la tenue. Donc, c'est cela. Donc, ici, on dit que le coefficient sur l'éducation est 0,599 dans la régression originale. La régression originale est ici. Et cela est le même. Cela est le même lorsque nous régressons le terme d'erreur obtenu à partir de la régression entre les variables indépendantes. Lorsque nous régressons ça sur le salaire, nous trouvons la même chose. Donc, l'interprétation qu'on peut dire, pour être vraiment sûr, c'est que nous pouvons dire que quand l'éducation augmente d'une année, le salaire doit augmenter de 0,60 $ en maintenant tous les autres facteurs fixes. Alors maintenant, on va parler de de la qualité de nos régressions. Donc, la qualité de nos régressions. Ici, le Goodness of Fit Measure mesure la qualité d'ajustement de notre modèle par rapport aux données observées. Donc, c'est ce que cela mesure. Et rappelez-vous qu'entre-temps, on avait vu les SSTT. SSTT qui est la variation globale, la variation générale donc de X dans le modèle. Et cette variation générale est égale à la variation du modèle plus la variation des résidus. Voilà. Donc, et le SST, c'est ça que je viens d'expliquer ici. C'est la variation du modèle expliquée par le modèle plus la variation que nous avons au niveau donc des résidus. Alors, le R carré ici, c'est égal à la variation du modèle sur la variation totale. Et c'est encore égal à 1 moins SSR sur SST. Donc, il y a une relation entre le SSE et le SSR. SSE égale à 1 moins SS. SSE égale à 1 moins SSR. Alors, qu'est-ce que c'est que le R carré? Le R carré est égal tout simplement à la variation du modèle divisé par la variation totale. Il mesure la proportion de la variation totale qui est expliquée par notre régression. Et il mesure la qualité de l'ajustement de notre modèle. Lorsque le R carré est de 0,67, on dira que 70% de notre variable est expliqué par le modèle et le reste est lié au terme d'erreur. Le reste est dû au terme d'erreur. Lorsque vous avez un R carré qui est supérieur à 0,25, cela est considéré comme un modèle de bonne qualité. Un modèle qui s'ajuste bien avec les données que nous avons observées. Alors, il y a un problème avec le R carré et qui est que il augmente toujours quand il y a un régresseur ou une variable indépendante additionnelle parce qu'il augmente le SST. Donc, s'il augmente le SST, forcément le SSE aussi doit augmenter. Ça veut dire que la variation au niveau du modèle augmente. Maintenant, on va parler de R carré ajusté. Il y a forcément un lien entre R carré et R carré ajusté. Lorsque vous voulez calculer le R carré ajusté, vous allez